Salut tout le monde, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Bon alors, avant qu'on commence cette nouvelle émission, tu vas en bas, t'appuies sur abonner, comme ça tu t'abonnes, tu loupes aucune vidéo dans le carré. Et la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu des prochaines vidéos. Donc tu mets les deux, voilà. Allez bisous, je t'aime et bonne émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, bienvenue dans 4 débats et 1 confinement, votre émission de débat pendant cette période de confinement qui va devenir infinissable. Vous le savez ici, la parole est libre, l'envie est belle, on est là pour vous donner du plaisir, on est là pour en recevoir, comme nous disait Florence Mazet l'autre soir. Bref, ça va être une excellente émission. Et les amis, on va attaquer tout de suite ce premier débat par une question très simple. Il y a énormément, je pense que vous le voyez, d'offres de coaching poker en ce moment en France. Il y a un embouteillage. Est-ce que le coaching poker n'est pas en train de se décrédibiliser à cause de toute cette offre de poker? On va commencer par un monsieur que je suis très heureux qu'il soit là et que ça fait bien plaisir. Monsieur Adrien Guyot, ton avis pour démarrer? Alors, on parle de poker du coup dans cette émission? Et de raclette, mais démarre par le poker. D'accord, très bien. Est-ce que le coaching poker est en train de se décrédibiliser? Bah écoute, non. Alors c'est vrai que l'offre est maintenant énorme. Je crois que d'ailleurs j'ai jamais essayé de chercher à voir si on tape coaching poker, qu'est-ce qu'on peut trouver dans Google. Je pense que c'est énorme. Mais pour autant, voilà, non, il y a tout. Il faut que les gens ils ont de quoi chercher, ils ont de quoi trouver ce qu'ils recherchent, ce qui est adapté à eux. Il y a de tous les tarifs, il y a toutes les disponibilités. Il y a différentes personnalités. Il y a aussi différents formats parce que il y a des coachs comme moi qui coachent en individuel, etc. Les gens en direct. Et puis tu as des coachs, enfin des plateformes c'est plutôt sous forme de vidéo, d'abonnement. Enfin, il y a tout un tas de choses. Moi, je pense pas que ça soit en train de se décrédibiliser. Il y a beaucoup de monde. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile à trouver. Quand il y en avait que 3 ou 4, les gens c'était facile à chercher, mais non, je pense que ceux qui sont les plus performants et les plus compétents auront toujours du travail et travailleront avec les gens, et voilà, je suis pas inquiet. Batmax. Ouais, moi je dirais que c'est pas l'embouteillage de l'offre qui décrédibilise le coaching poker, ce sont certains coachs de poker en fait. C'est-à-dire qu'en gros, l'embouteillage de l'offre, bon déjà je dirais c'est ton analyse, mais finalement le marché décidera lui-même s'il y a un embouteillage ou pas. C'est-à-dire que de toute façon, s'il y a un embouteillage, certaines plateformes ou certains coachs disparaîtront de la circulation par définition, hein. Généralement, le marché parvient à peu près à se réguler lui-même. Donc je crois pas que ce soit un problème d'embouteillage ou de volume d'offres. Je pense que c'est plutôt une problématique de qualité en fait que tu poses. Est-ce que effectivement le coaching poker ne serait pas en train de se décrédibiliser, mais plutôt par la qualité de ses offres au final, plus que par la quantité. Et au niveau de la qualité des offres, moi j'ai plutôt le sentiment que depuis un an et demi, l'offre s'est densifiée, mais plutôt pour le meilleur. Romain nous parlera de toute façon tout à l'heure de notre serre. Je vais évidemment parler de Spin for Win qui est sous version abonnement depuis un an, et j'ai également des concurrents qui ont émergé ces derniers mois et qui sont plutôt des plateformes sérieuses. Donc dans l'ensemble, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu une période où le coaching poker était peut-être moins crédible parce qu'il y avait moins d'offres et que l'offre était potentiellement moins qualitative, et là je vais y aller clairement, je pense évidemment à l'offre de YoViral, mais en ce qui concerne le coaching poker en général, je pense pas que ce soit le volume d'offres ou l'embouteillage qui vient décrédibiliser. Maintenant on sait qu'il y a des offres qui sont identifiées, on va dire, comme étant probablement moins sérieuses. Alors je sais qu'il y a eu une polémique sur le club poker, mais je me suis jamais trop intéressé concernant un certain Jus Poker, et je tiens pas spécialement à faire de la publicité à des coachs très marginaux. Il est chaud, Bacchus, il est déjà en train de se marrer. Ouais, je vois ça, ouais. Donc, bon, voilà, il y a des offres apparemment très exotiques. Il y a YoViral qui, lui, a tout misé sur un marketing très agressif au détriment, selon moi, du contenu. Très clairement, d'ailleurs. C'est un contenu qui, moi, tous les jours, j'ai des commentaires qui me disent « Merci d'être là, merci d'exister. J'étais auparavant chez YoViral et je préfère Spin for Win. Je trouve plus mon compte chez Spin for Win. » Donc, moi, je me suis jamais abonné chez YoViral, en fait. Hein. Je me sers surtout du retour des gens, au final. Mais pour conclure, parce que sinon, je vais en parler
25 ans. Je dirais que ce sont les coachs, certains coachs de poker, qui décrédibilisent le coaching, mais que dans l'ensemble, l'offre actuelle, elle est crédible, il y a beaucoup d'acteurs sérieux, et non, l'embouteillage de l'offre ne vient pas de décrédibiliser le poker selon moi, le coaching poker. Alexis? Très brièvement, parce que c'est pas du tout ma spécialité, mais moi je considère que c'est une industrie comme une autre qui produit des produits et des services, et c'est le marché qui va réguler tout ça. Donc les gens sont pas idiots à mon avis, ils savent faire la différence entre un bon coach et un mauvais coach, une formule qui leur plaît, qui leur convient, une formule qui leur convient moins, et tout ça va s'écrémer. Je pense pas qu'il y ait de décrédibilisation du tout. Je crois au contraire qu'il y a une richesse de l'offre, et les gens feront leur choix. Pour moi, c'est plutôt positif qu'il y ait le choix. Florence, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Comme dans tout milieu, la concurrence est saine. Donc, oh là là, putain. Des... Ah, ça y est, alors la semaine dernière, c'était Batmax qui avait pris la Suisse. Cette semaine, c'est Florence Mazet. Alors, Ah non, mais non, c'est pas suisse de dire ça. C'est que elle est pas du tout non, saine, ça... la concurrence, tout le monde se tire dessus. Mais justement, c'est une bonne chose, parce que les meilleurs vont émerger. Et s'il y a personne, s'il y avait que YoViral tout seul, et ben tout le monde irait chez YoViral parce qu'il est tout seul. S'il y avait que Spin4Win, tout le monde irait chez Spin4Win juste parce qu'il est tout seul, pas parce que c'est. Mais voilà, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'au final, les meilleurs ou ceux qui vont s'en sortir le mieux, et ben ils tireront leur épingle du jeu, et les mecs qui vendent du coaching à 15 balles parce qu'ils ont gagné 2 tournois, ben ils vont partir d'eux-mêmes, tu vois, c'est comme ce que disait Adrien. Donc non, là, c'est bien qu'il y ait une multiplicité des offres. Après, je comprends ta question dans le sens où, en fait, nous, quand on entend, par exemple, il y a un nouveau site de coaching qui sort, ou un nouveau, voilà, une nouvelle personne qui fait du coaching et tout, on se dit, ah, encore, quoi, genre en mode, tout le monde veut faire du coaching, pourquoi lui plus qu'un autre? Mais en fait, c'est juste une évolution aussi du poker. Depuis des années, c'est-à-dire que pourquoi il y a des années il y en avait moins, juste parce que chacun avec ses connaissances et avec juste ce qu'ils voyaient en 2-3 vidéos en machin, ça suffisait à ces gens-là à être gagnants au poker, parce que c'était plus simple d'être gagnant au poker il y a quelques années. Maintenant, avec l'apparition des solvers et tous les outils de résolution où maintenant on peut plus, pour être fort au poker, il faut savoir, il y a des moyens très concrets d'être fort au poker, avec ces outils, avec une adaptation, l'exploitation, enfin bref, il y a des façons de travailler le jeu qui sont beaucoup plus précises qu'il y a quelques années. Du coup, maintenant, un peu plus de monde peut se dire s'amener coach de poker parce que une fois qu'on travaille sur certaines choses et que voilà, c'est certes plus ouvert à tout le monde parce que tout le monde peut avoir ces choses-là, mais il faut savoir se servir de ces outils, et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'avant, on était tout seul, on travaillait, on voyait 2-3 vidéos, on jouait, ça suffisait pour gagner de l'argent. Maintenant, il faut savoir plus de choses, et ces outils-là, il y a certaines personnes, le top un peu des gens, voilà, qui ont réfléchi, qui ont utilisé ces outils, qui ont solvé plein de mains, tout ça, et c'est auprès de ces personnes-là que quand on veut progresser, on a envie d'aller. Et donc c'est aussi pour ça que tu as besoin d'un peut-être plus d'accompagnement aujourd'hui pour être bon au poker qu'il y a longtemps. Donc c'est normal que maintenant, il y a de plus en plus de coachs parce que c'est ce que les gens veulent. Ils veulent progresser, ils sont plus capables de le faire tout seuls. Les outils qu'ils ont ne leur permettent pas de le faire. Ils peuvent pas gagner. Tu peux pas gagner de l'argent maintenant autant que ce que tu en faisais avant tout seul. Bon Bacchus, toi j'ai joué au poker, tu savais ce que c'était toi? Ouais, je sais ce que c'est, ouais, justement, ça tombe dans une des catégories, parce que là, ce qui est cool, c'est qu'on a, en fait, 3 personnes qui représentent les 3 façons de se former, en gros. En fait, quand tu prends coaching, moi, j'ai compris ta question comme apprentissage, formation, et pour te former, t'as pas 50 solutions. C'est où tu vas dans un centre de formation, comme au foot, au Cambodge, sur du haut de gamme, comme avec Romain, donc là, c'est encore un truc à part, et c'est assez particulier, mais c'est EV+, où tu regarde des vidéos, et là, sur le marché en France, on va dire, il y en a 4, 5, chacun avec ses qualités, ses défauts, certains qui tapent dans le marketing, d'autres qui tapent dans la qualité. Là, ça sera régulé au bout d'un moment. Et après, tu as toute la pléthore de coachs individuels
où là tu prends vraiment du coaching, on n'est pas dans les mêmes prix déjà que de lire que de regarder de la vidéo où c'est 20 balles par mois. Si tu prends du coaching, tu vas forcément plus progresser, plus vite surtout, parce que ton coach il va regarder, il va voir tes points faibles. Mais tout n'est pas excluant. Donc voilà, et ça s'exclut pas. Des coachs, il y en a, ça part de jus poker où on est dans l'escroquerie, jusqu'à des coachs qui vont prendre du 500 balles de l'heure. Après, moi, les coachs qui vendent 1 heure, ça me fait bien rigoler parce que je vois pas comment tu peux vendre du coaching ou 1 heure. Déjà 10 heures, ça peut être pas mal, faire progresser sur certains trucs, mais 1 heure de coaching. Moi, je refuse les gens quand ils me demandent 1 heure ou 2. De quoi, Adrien ? Moi, je refuse les gens quand ils me demandent 1 heure ou 2. Je comprends que c'est une histoire de budget, mais là, vraiment, dans le coaching et dans le coach, là, tu as vraiment du gros écart, quoi. Tu peux tomber sur n'importe quoi. Quelqu'un qui découvre le poker là, avec le confinement, il va voir 2-3 trucs en disant ouais, lui, il est cool, il a gagné un tournoi. Le mec, il a jamais coaché, il est pas pédagogue. Et ils vont, comme tu dis, son coaching à 15 balles de l'heure. Il va te faire une promo pour 100 balles les 10 heures. Il aura pris ses 100 balles, il va le expliquer, c'est qu'un full c'est plus fort qu'une quinte. Et puis voilà, donc il y avait vraiment de tout. Après sur les plateformes c'est un peu autre chose, parce que des plateformes qui sortent du contenu vidéo avec du 10, 15, 20 vidéos par mois, il y en a 4 en gros, peut-être 5. Mais donc c'est un autre monde, les mecs ils se forment plus chez eux, mais on n'est pas dans les mêmes tarifs, comme le prof de tennis, comme tu dis, hein. Regardez Roland Garros ou avoir son coach personnel en tennis, c'est pas le même prix, quoi. Florence. Mais juste la chose à dire aussi, en revenant sur la question, c'est que pour moi c'est pas excluant, c'est-à-dire que tu peux t'abonner à une plateforme de vidéo et à côté de ça avoir un coach plus personnalisé. Et en plus souvent les plateformes font aussi les deux. C'est-à-dire que souvent sur la plateforme, tu peux avoir aussi du coaching personnalisé. En plus, souvent les plateformes, ça produit de la vidéo. Et puis les coachs qui produisent de la vidéo font aussi du coaching. Donc les coachs, ils trouvent un intérêt à travailler pour la plateforme. Et la plateforme, ils trouvent un intérêt pour avoir les meilleurs coachs, où ils mettent en avant un coach qui derrière va vendre du coaching plus individuel, où tu progresseras. C'est une histoire de laps de temps sur lequel tu te formes, quoi. Regarder des vidéos, si tu peux trouver des trucs spécifiques en te disant putain, la vidéo sur le sizing sur pot 3 bêtes pré-flop, tu vois, tu vas trouver ta vidéo où tu vas maîtriser le truc. Mais le coach individuel, si c'est un truc que tu maîtrises pas, il va te l'apprendre aussi, quoi. Là, vous êtes en train de dire qu'on peut faire dans la pluralité. Donc hier soir, j'étais avec Romain sur la chaîne Twitch de Nutser. Vous pouvez y aller, excellente chaîne Twitch de Nutser, où ils ont fait des pics énormes et où ils ont même été numéro 1 monde ce matin. GG, mon Romain, numéro 1 monde, ça pèse dans le game au niveau du poker. C'est grâce à toi parce que t'étais là. Non, c'est pile quand je suis parti. Ce qui me vexe un peu. J'ai posé une question parce qu'il y avait évidemment beaucoup de monde pendant ce live sur le prix moyen que les gens estimaient devoir payer pour un coach de poker. Et tu me dis, Romain, si je dis des conneries, mais de ma mémoire, même si on était fatigué, les prix grosso modo, ça allait de 30 à 50 avec vite fait un petit 80 €. On est d'accord ? Ouais, c'était en moyenne autour de 40, 45, ouais. Voilà. Comment... Alors là, je pose la question au coach de poker avant de la poser à mes 3 récurrents. Comment, pour les gens, comment vous pouvez comprendre, comment on doit comprendre le prix d'un coaching poker aujourd'hui ? Comment ça s'explique ? Comment ça se justifie ? C'est hyper compliqué en vrai. Adrien, je sens que ta réponse va me plaire. Non, mais c'est hyper compliqué. Moi, je me souviens de quand j'ai commencé, alors je me souviens même pas du tout quand j'ai commencé les dates, mais c'était, je crois, il y a au moins 4 ans. Il y avait quasiment que YoViral qui faisait ça. Et moi, je savais pas à partir sur quelle base, parce que lui, il vendait déjà des vidéos, donc il y avait pas de prix à l'heure. Moi, je me souviens, je me suis dit, mais attends, quand moi je prenais des cours de musique, c'était combien à l'heure? Alors je réfléchissais, c'était genre, je prenais des cours de batterie quand j'étais gosse, c'était genre 25-30 € de l'heure. Je dis ouais. Alors je dis moi, il y a quand même un rapport à l'argent, les gens peuvent avoir une rentabilité derrière, donc je dis ça peut être un peu plus. En vrai, c'était hyper compliqué, donc j'étais parti sur un truc comme ça. Je crois que j'étais au début à 30 ou 40 € de l'heure. Alors franchement, c'est hyper compliqué de trouver le bon prix. Parce que c'est à la fois vachement plus cher que le revenu du SMIC à l'heure, mais en même temps ça fait sens parce que justement il peut y avoir une rentabilité pour les gens, etc., et voire grande à long terme. Enfin, même si on vend pas du rêve, on fait pas du viral, mais oh là là, alors attendez, juste là, parce que
Moi, je veux bien être la voix de la défense de Yoviral. Voilà, non mais avant que tu sois la voix de défense de Yoviral, Alexis, Voilà, ça va être compliqué. Alexis, lui, il s'en bat les couilles. Non. Il y a du sang, il trouve que l'émission est bien. Mais je vais préciser, j'ai appelé Yo pour lui proposer de venir à cette, émission. Et sa réponse a été qu'il veut bien venir à l'émission, donc il va sûrement venir à une prochaine émission, mais il voulait pas venir à celle du coaching poker parce qu'il en a marre qu'on ne résume Yoviral aujourd'hui qu'à du coaching poker. Voilà, je précise. Et il a envoyé un petit billet de 500 ou 1000 euros à Florence Mazin en lui disant s'il te plaît, vas-y, défends-moi. Non, pas du tout. Toi, toute Mais façon, moi, en fait, il a c'est pas envoyé le 5 000. Non. parce que si je c'est pas demande, le si je défend. demande à Alexis, il va prendre les billets et il va se barrer. Voilà, donc c'était Non, pour non. préciser. Mais c'est pas le défendre lui, c'est que c'est là où je suis d'accord du coup avec je pense ce qu'il a dit, c'est que au final Yoviral maintenant, c'est plus du tout ce qu'il était quand il a commencé et aujourd'hui c'est plus du coaching poker ce qu'il fait. Et lui-même, Il a jamais été coach finalement, de il le poker, sait. Yoviral. C'est qu'en fait, oui, voilà, en fait, ce qu'il a proposé, c'est ce qu'il a proposé de Il base, c'est propose une des sorte vidéos, de vidéo c'est et pas tout, et il s'est juste dit, voilà, bah, attendez, non, il mais s'est les lancé gars. dans un créneau, qui de base n'existait pas, il a réussi, mais direct, ça a explosé, et il s'est dit, attends, ce qui marche, c'est quand je fais du divertissement, parce que à la base, c'est un animateur de radio, il a fait de la radio, enfin, ce qu'il voulait, c'est juste être un personnage médiatique qui divertit les gens, et entre guillemets, les vidéos, sa plateforme, c'est juste un petit, on va dire, ouais, je sais pas, une petite excuse pour être dans le milieu et pour avoir un petit point d'ancrage. Mais au final, lui, ce qu'il fait maintenant, c'est plus du tout ça. Lui, c'est un influenceur du poker. C'est un mec qui s'est dit, je vais mettre à fond sur Insta, à fond sur les réseaux sociaux, je vais faire des phrases drôles, je vais foutre des putes, de l'alcool, voilà, et c'est bon, et on parlera de moi, parce que c'est ça qui intéresse. Malheureusement, s'il marche aussi bien, c'est qu'il y a des gens que ça intéresse. Hein, voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi, vous savez ce que j'en pense là-dessus. De toute façon, l'instrumentalisation de la femme comme objet, ça me débecte. Mais Alors que l'alcool, on peut dire ce qu'on peut dire. Non, mais on peut dire ce qu'on en veut. Il a un public pour ça. Et si les gens étaient aussi on va dire voilà, dégoûté parce qu'ils non, au final il y a plein de gens, ça plaît de les voir faire ça, de le voir faire ça. Et maintenant tout ce qu'il fait à côté, c'est du c'est juste la petite excuse à côté, mais c'est un influenceur du poker. Yoviral, c'est pas un coach poker. Mais ça a aucun problème avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je disais, mais c'était même pas, il y a aucune méchanceté en plus quand je dis ça, parce que moi j'ai rien contre lui, la personne. Juste quand on dit Yoviral il fait du coaching poker, la réponse clairement elle est non. Yoviral il a créé un site, il a créé une énorme entreprise, et d'ailleurs ses vidéos, il y avait 2% des vidéos qui étaient les siennes, parce qu'il les faisait faire par ses coachs. Donc lui ici, il a dit je fais des heures de coaching à 1000 € de l'heure. Bon, je pense pas qu'il en ait fait beaucoup, c'était justement pour qu'il en ait pas à faire, parce qu'il a pas le temps de le faire. Donc voilà, moi je dis bien à mes élèves, mais il y a même pas, c'est même pas péjoratif. Quand je dis ça, c'est juste que c'est une réalité. Et voilà, il fait pas du coaching, il a fait un énorme business, d'ailleurs qui est respectable de ouf. Hein. Je veux dire, la réussite est respectable. Après, moi, c'est la façon d'y arriver qui est beaucoup moins respectable. C'était ça que c'était une petite pique pour rigoler, mais sinon la réussite, elle est parfaite. Tout ça pour dire qu'au final, il est quand même, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au poker par lui, les gars, grâce à lui entre guillemets, et qui derrière viennent justement, peut-être que les mecs que vous récupérez chez Spin4Win, pour dire aussi les autres, parce qu'on peut les citer, Spin Elite, Rookie, tout ça. Ça, voilà, on peut les toutes ces citer avec tout plateformes-là. l'argent que m'a filé Romain et Batmax pour cette émission. On va pas On les citer cite quand même autres. les autres. Et s'ils arrivent aussi chez vous, c'est de base aussi, certains, pas tous, mais certains par Yoviral, parce qu'ils découvrent un truc, au final ils kiffent peut-être vraiment le poker et pas juste le côté, les à côté, et ils se disent bon, qu'est-ce qu'on va regarder de peut-être plus sérieux, C'est parce surtout, que je vais vous dire Yoviral à on l'a quel point regardé il est en fort, c'est que je suis en divertissement. train de vous demander comment on justifie le prix du poker, et je sais pas comment on a réussi à parler de Yoviral. Donc, je reviens à ma question. Romain! Mais c'est toi, espèce de génie. C'est toi, j'ai dit un mot dans ma réponse, et t'as tout de suite rebondi comme un chacal, parce que t'as senti la blague. Et tu te plains, Romain, la justification de la valeur du coaching poker, s'il te plaît, un avis. Déjà, ça me fait rire on en revient à évoquer le fait de savoir si effectivement les plateformes de vidéos sont des coachings, Exactement. au en final. plus. Et c'est un peu ça, et c'est ce qu'avait dit Bacchus, je trouve qui est assez juste. Enfin, tout a été dit, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que ça rejoint un peu la première question.
la multiplicité des offres de coaching aujourd'hui, elle se décrédibilise pas dans le sens où elles répondent pas aux mêmes objectifs. La personne qui va aller regarder un contenu de vidéo sur une plateforme ou qui va aller contacter un coach de poker pour pouvoir justement avoir des interactions individuelles n'aura pas les mêmes besoins et ne voudra pas atteindre les mêmes objectifs. De même que le centre de formation qu'on a monté en live au Cambodge, il n'est pas destiné à n'importe qui, il est destiné à des joueurs qui veulent atteindre le haut niveau. Donc c'est une infime partie de l'ensemble des personnes qui jouent au poker. Donc du coup au final, si on a plein d'offres mais qui répondent à des objectifs différents, il n'y a pas de problème, elles sont même carrément complémentaires. Donc du coup, qu'on ait quelqu'un qui propose 15 euros, 20 euros, 50 euros, il y a de fortes chances. Après, effectivement, il y aura toujours des problématiques entre la qualité de la personne qui va intervenir et le montant qu'elle va avoir, parce que de toute façon, c'est une question très subjective de savoir combien il vaut, quelle est la qualité de ces interactions. Mais si il a un prix qui est un peu faible ou un prix qui est un peu élevé, il y a de fortes chances qu'il le justifie par X ou Y argument. Et donc du coup, le joueur qui n'a pas beaucoup de moyens va mettre 15 euros. Même si le contenu ne sera pas de qualité, ça va lui donner la possibilité de se remettre en question, potentiellement en tout cas, et d'avoir quelqu'un potentiellement meilleur que lui. Donc du coup, au final, c'est pas très grave si il se retrouve avec un contenu qui est de qualité médiocre. Tant qu'il se retrouve à se remettre en question et à avoir la volonté de progresser, il a déjà fait quelque chose que très peu de joueurs vont faire. Donc au final, je pense que le prix moyen d'un contenu de coaching est dépendant de ce qu'on est prêt à mettre, de ce qu'on est prêt à investir pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences. Et plus une personne sera prête à investir sur elle-même pour réaliser cet objectif, et plus elle va aller chercher du contenu de qualité. C'est un peu comme... et c'est aussi le problème que je t'avais évoqué, Loïc, hier, sur le fait qu'aujourd'hui, on a un problème des sociétés en France qui est qu'on a appris à avoir une gratuité dans l'éducation, la formation, puisqu'on ne paye pas notre formation jusqu'à nos 18 ans minimum, et la fac aussi est quand même assez abordable, ce qui fait que du coup, on a du mal à se dire « Ok, je vais investir sur une formation de poker pour pouvoir avoir la possibilité de générer des profits. » Alexis, toi qui les as vus tous débarquer, les coachs de poker, ton avis global sur le coaching aujourd'hui? Franchement, j'ai pas un avis, j'ai pas d'avis vraiment, je connais mal l'offre. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Romain. C'est la raison pour laquelle je disais que c'était pas grave et que c'est le marché qui allait déterminer qui reste et qui s'en va. C'est qu'en fait, effectivement, je comprends l'argument de Batmax qui dit il y a des mauvais coachs et puis le gars qui est nouveau au poker ou qui a 2 mois d'ancienneté, il sait pas si son prof est bon ou pas. C'est tout à fait juste, mais il va s'en rendre compte et quoi qu'il en soit, le prof il sera meilleur que lui. Donc il s'en rendra compte au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, mais il s'en rendra compte et il partira sur ton site, sur notre serre, sur peu importe. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une offre et moi je pense que c'est plutôt bon signe, quoi. C'est plutôt signe que le poker se porte bien et que les gens ont envie de progresser, ont envie de prendre les choses sérieusement, qu'ils ne croient plus au Père Noël comme avant, que ça va tomber du ciel, qu'ils ont conscience qu'il faut bosser ce jeu si on veut progresser. Je pense que c'est plutôt un signe de pérennisation dans le temps et moi je le vois comme, encore une fois, comme un bon présage. C'est vachement intéressant ce que dit Alexis. Là, je rebondis dessus là, pour vous poser la question à tous. Je vais te laisser... Salut Arwan. Je vais te laisser... Je vais te laisser répondre après, Flo. Est-ce que le fait justement que le coaching poker se soit démocratisé, parce que comme tu dis, Adrien, ça fait 3-4 ans vraiment que que les gens sont à fond là-dedans, ça veut dire que le poker, on l'a pris un peu plus au sérieux? Ah bah oui. Oui, je pense que c'est aussi le fait, c'est cette offre de coaching qui a permis ça. Le poker est de plus en plus mis en avant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là aujourd'hui. Et puis voilà, tu vois là aujourd'hui avec ce qui nous arrive, je pense qu'il y a, c'est plus dans votre dernière émission que ça disait qu'il y avait 10 000 créations de comptes par jour. C'est ce qu'annonce Winamax. On en parlait avec Alexis. Winamax annonce énorme. 10 000 créations de comptes par jour. Qui a l'air d'être un chiffre, on en parlait avec Alexis, un peu... Oui, ça paraît énorme, mais même si c'est moins, ça restera forcément des milliers, ça reste monstrueux. Donc oui, je me souviens plus très bien de ta question d'origine, mais... Non, mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y ait du coaching, ça montre que le poker est pris au sérieux, quoi? Bah, je pense que la réponse est oui. Alors Flo a fait une réponse intéressante, elle disait, même si j'étais pas d'accord sur un truc, quand elle disait que c'était plus facile de gagner avant. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que c'était plus facile de gagner avant, mais sans rien faire.
sans rien Sans faire, rien mais en faire. même temps, ouais, mais Je t'avais te aussi dis. aucun moyen de progresser. Il fallait progresser par toi-même. Alors qu'aujourd'hui, en cliquant sur 2-3 trucs ou juste en sortant de l'argent, t'as un coach qui t'explique. Oui, Moi, il y a mais 10 justement, piges, c'est que avant, tu pouvais de toi-même, tu n'avais pas besoin de, pour gagner un peu d'argent, oui, mais c'est bah, plus dur. tu comprenais un peu, tu jouais, c'était fini. Maintenant, Non, mais pour progresser, pour gagner de l'argent, il faut passer par se former. Ouais, mais Ouais, moi, mais je suis c'est pas plus dur d'accord de se avec, former je suis tout pas seul. du tout d'accord avec Florence et je rejoins complètement ce que tu dis, Adrien, parce que moi, je suis de la génération où quand tu connaissais le continuation bet, t'étais profitable au poker, vraiment. Hein. Bah oui. Mais encore fallait-il le connaître. Et en France, à l'époque où moi j'ai commencé, il y avait rien. C'est-à-dire que le continuation bet, moi j'ai lu un bouquin, je te jure que c'est vrai, j'étais en vacances et le mec il parle du continuation bet, et je fais putain génie. Bah voilà, mais je l'ai pas inventé quoi. Il y a un mec qui me l'a transmis. Et à cette époque-là, c'était putain génie. Aujourd'hui, tu passes pour un teubé. Enfin, c'est même pas la base quoi. Mais par contre, le continuation bet, il y a 10 ans ou 12 ans, je sais pas, ou plus même, moins plus que ça, bah ouais, mais encore fallait-il l'avoir inventé, quoi. C'était ça, avoir un edge. Donc, c'est toujours facile. C'est toujours facile de dire, si j'avais su. Moi aussi, je sais peindre comme Picasso. Ouais, mais en 1910, personne ne savait peindre comme Picasso. C'était avoir cette technique-là au bon moment. C'est facile, rétrospectivement, de voir les failles qu'il y avait, mais à l'époque, tout le monde avait des failles. Tout le monde n'avait que des failles. Ah, ça vous calme, hein, quand lui, il parle, hein Florence, pour finir, je voyais que tu avais des choses à dire. Ouais, j'ai oublié. Moi, je voudrais juste dire une chose aussi pour ceux qui veulent progresser, c'est qu'on parle beaucoup de poker, et je crois que les coachs seront d'accord avec moi. Pour progresser au poker, il faut aussi de temps en temps s'aérer la tête et penser à autre chose. Pas cet tourner excellent uniquement dans le bouquin, poker. eh oui, cet excellent polar, et avec votre esprit, qui est un véritable succès, puisque même la grande librairie sur France 2 en parle. Très bien, je vois que c'est le moment de Si, pub. si, je voulais dire un autre truc. C'est bon, je me rappelle merci. ce que je voulais dire. D'accord. Je voulais Ok. Je veux dire qu'au final, pour répondre à la question, quand on voit comment que ce soit les plateformes de coaching ou les coachs individuels fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire que tous, ils s'en sortent très bien, du plus petit au plus grand, toutes les plateformes de coaching, elles gagnent très très bien, enfin, ça marche très bien, ça montre bien que du coup, il n'y a pas trop d'offres, et que c'est pas décrédibilisé parce que sinon il y en aurait qui marcheraient pas, mais là tout marche super bien. Bon, alors, Je veux dire, dès qu'il y a un nouveau les truc- plateformes, je te crois. Les coachs de poker, je suis pas sûr que tous marchent Non très bien. mais ceux qui sont un peu qui se démarquent un petit peu, ok, Ouais. on est d'accord, mais genre toutes les plateformes qu'il y a, les 4-5 qu'il y a, elles fonctionnent très bien. Toute l'offre de formation qu'il y a actuellement fonctionne super bien, donc du coup c'est bien qu'il y a de la demande et que ça se décrédibilise pas, puisque de toute façon après les gens vont là où ils veulent aller évidemment, mais Romain, ça fonctionne très bien en tout cas. Ouais, je suis pas d'accord du tout avec ce que vient de dire Florence. Je prends comme point de repère ce qui est public, c'est-à-dire que certains intervenants du poker, principalement les intervenants internationaux, pardon, ont déjà partagé le fait que leur business orienté coaching était assez compliqué. Voire certains, même parmi les meilleurs au monde au niveau de leur qualité de joueurs de poker international. Je pense à Bitsby, pour certains qui, je ne sais pas si ça vous parle, mais ils ont évoqué au cours d'un podcast que ça fait 5 ans et qu'ils ont commencé leur activité, qu'ils sont break-even. Et c'est pas les seuls. Mais c'est du stacking, c'est pas la même chose. Bah, c'est du stacking et du coaching. ils ont Ouais, mais entre bon. 2 et 4 heures d'interaction par semaine avec un coach référent et c'est Oui, pas mais des du coup, c'est pas des si mauvais tes élèves joueurs. gagnent pas d'argent, tu vas forcément pas gagner d'argent non plus, tu vois. Ah, C'est un pas la autre même problème. chose parce que les plateformes de coaching en France, celles qu'on connaît, Spin for Win, Spin Elite, YoViral, tous ces trucs-là, ils font pas du stacking, donc du coup, ils gagnent, c'est du profit direct qui vient, enfin, c'est un chiffre d'affaires et des gens qui s'abonnent et voilà, donc c'est un peu différent. Et eux, ils gagnent tous de l'argent, hein. Tous ceux-là, ils gagnent tous de l'argent. Alors oui, le stacking en fait c'est simplement un modèle économique, Florence. C'est-à-dire que c'est une partie de leur offre, mais ils vendent aussi du coaching. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes mais qui Romain, fonctionnent avec ce modèle-là. Ouais, vas-y, Adrien Adrien. Non, mais enfin, je veux dire, on peut pas parler de nous d'être break-even. Nous, on prend 100% enfin, les coachs qui prennent une rémunération pour leur travail. Nous, moi, je serais jamais break-even. Moi, je suis millionnaire grâce au coaching, donc j'en ai rien à foutre. Je peux pas être break-even. non, toi, tu t'en Ah, manges, tu prends justement, 150 moi, 000 je voulais, chaque année, toi. Vas-y, Bacchus. Je voulais rebondir justement un petit peu sur. C'était parti sur le prix, quoi.
Donc le prix d'un coach, c'est quoi le bon prix et à quoi on peut le comparer? Donc un coach, il a deux façons de voir les choses. Déjà, il peut savoir qu'en moyenne, en jouant tant d'heures par semaine ou tant d'heures par mois, juste en jouant, en faisant son métier, il prend 80 balles, il prend 100 balles, il prend plus de l'heure sur ceux qui jouent des très hautes limites cash game. Alors après, quel prix il met? Alors soit il l'ajuste par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il se dit, voilà, je fais 1 heure de coaching ou je fasse 1 heure de cash, je suis au même prix, sauf que quand tu fais ton coaching, tu as zéro variance, tu as zéro stress, tu as zéro variance. Donc, tu as déjà cette partie. Et après, tu as le prix où tu te dis, mais finalement, à quoi ça peut correspondre un prix correct? Alors, un mec qui a un CAP de mécanique, il va te faire des vidanges, il va te prendre 40 balles, 50 balles de l'heure. Donc déjà, quand on prend 40-50 balles pour faire du coaching, c'est raisonnable, je pense. Et après, un médecin qui va faire 4 consultations d'un quart d'heure à 25 balles sécu, il va prendre 100 balles de l'heure, il est médecin, il a un bac plus 28. Donc est-ce que le prix... Moi, je pense qu'on peut pas faire des comparaisons entre 50 balles et 100 balles, c'est pas le prix qui est bien en fonction de ta notoriété, de peut-être ce que tu gagnerais en jouant en cash. Ou, à mon avis, après, en dessous de 50, attention peut-être. Ou alors, et puis un bon coach, de toute façon, il aura assez de clients à 50 balles pour être plein. Et puis au bout d'un moment, tu peux pas avoir 15 élèves. Et un coach qui veut se dire, moi je fais du coaching haut de gamme, je vais se mettre à 100 balles, 120 balles, 130 balles, pourquoi pas? Moi, il n'y a rien qui me choque. Mais il n'y a pas de prix fixe, ça dépend aussi des gens et à qui tu Flo, t'adresses. attends, il y a Batmax, il a levé le doigt, il a été poli, c'est pas comme toi. Batmax. Vu que c'est sur internet, j'ose jamais couper la parole, c'est pour ça. Ouais. Mais oui, juste pour intervenir, parce que du coup j'ai accumulé des notes, je vous dis pas depuis tout à l'heure, je vais parler 20 minutes, hein, je vous préviens. Non, plus sérieusement, plusieurs choses. Pour la fixation du prix d'un coaching, moi par exemple, pour me rattacher à mon expérience, aujourd'hui je ne dispense plus de coaching, j'ai juste pas le temps pour ça, c'est impossible, j'adore ça mais j'ai plus le temps. Mais ce que je faisais, c'est que je partais vraiment de mon gain horaire. C'est-à-dire que, je sais pas, j'avais du mal, je gagnais déjà très bien ma vie, donc j'ai fini à 150 € de l'heure mes coachings individuels. Et je partais sur cette base-là pour les dispenser. Bien sûr, les joueurs qui s'adressent à moi sont des joueurs déjà gagnants qui cherchent à aller chercher des petits edges sur les plus hautes limites. Je pense même rétrospectivement que j'ai toujours appliqué ce modèle-là et que je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent. C'est juste que j'aimais bien coacher, mais concrètement avec la préparation d'une heure de coaching, avec les dépassements évidemment, les conversations entre deux, les prises de contact, tout ce que tu veux. Finalement, je pense que j'étais entre guillemets, hein, j'aime pas dire ça parce que c'est un très beau salaire, mais c'était moins rentable pour moi que de jouer au poker. Simplement, c'était une activité que j'aimais beaucoup. Mais je considère que je pense qu'une heure de coaching, je pense que c'est raisonnable de partir de son gain horaire, probablement de majorer après, je dirais autour de 50%, d'autant plus qu'on forme des gens dans un environnement concurrentiel, c'est-à-dire des gens qui vont probablement devenir nos propres adversaires un jour, c'est dans le meilleur des cas, donc je pense que ça paraît normal de partir de ce postulat-là pour les coachings privés. Pour revenir sur ce que disait Flo, qui a essayé de dédouaner un peu YoViral de cette problématique en faisant l'avocat du diable. Je pense que juste pour revenir vite fait là-dessus, on est obligé de l'inclure parce qu'aujourd'hui il y a des centaines de gens qui sont abonnés à son site, pour pas dire peut-être plusieurs milliers, en espérant progresser. Quand tu arrives sur le site de YoViral, tu as soit le choix de cliquer sur oui, je veux progresser et devenir un génie du poker, ou cliquer sur le bouton non, tant pis. Je veux dire, il y a vraiment, certes peut-être pour lui c'est annexe, j'en sais rien, probablement est-il plus intéressé par l'idée de se montrer sur Insta avec des femmes, mais dans l'idée, malgré tout, il y a des centaines de joueurs aujourd'hui qui utilisent cette plateforme en croyant avoir accès à quelque chose de correct, de crédible, alors que c'est pas crédible a priori. Donc juste pour ça, je pense qu'on peut pas l'exclure. Maintenant, voilà, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Mais Batmax, juste par rapport à ça, moi je suis quand même pas d'accord sur ça parce que je pense que quelqu'un de très débutant qui va chez YoViral et qui se dit je veux quand même progresser, juste le fait, la volonté de vouloir progresser, je suis sûre qu'il y a des gens qui grâce à ces vidéos, mais parce que ils se sont mis dans l'idée je veux progresser, je vais aller voir une vidéo, et ben ces gens-là vont progresser quand même. Alors après oui, pour passer des étapes, ils iront peut-être chez la concurrence, mais de base ça va quand même les faire progresser un petit peu.
Juste pour donner un exemple avec ce que tu viens de dire, Flo, moi, et c'est arrivé vraiment plein de fois, j'ai plein d'élèves, alors c'est arrivé même avant la première heure de coaching, juste le fait qu'on soit engagé, qu'ils s'engagent et qu'ils se mettent dans des dispositions où ils veulent jouer mieux. Les élèves, ils font souvent une énorme perf, enfin, ils font leur plus grosse perf avant de commencer le coaching, ou alors souvent après la première heure. Alors souvent, ils me disent, putain, c'est incroyable, j'ai gagné tel tournoi, j'avais jamais fait un gain pareil, et ça m'est pas arrivé une fois, c'est arrivé genre 10-15 fois peut-être, et à chaque fois, souvent, je leur dis, je suis honnête, je leur dis, attends, c'est pas avec l'heure qu'on a fait, mais si, tu m'as donné des trucs. Je dis non, c'est parce que ça t'a mis dans des dispositions mentales où t'as été plus de discipline et du coup t'as joué mieux. Et ça c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Donc oui, bien sûr que de toute façon il faut pas décrédibiliser tout avec YoViral, c'est clair et net. D'ailleurs les vidéos, je pense qu'il y a du bon contenu. Après ce que veut dire Batmax, bon c'est que oui la façon de comme il dit de vendre du rêve, bon ça c'est du marketing, c'est à gerber, mais le contenu est forcément du bon évidemment. Après, ça a ramené quand même du monde dans l'écosystème du poker, quoi. Donc, mais tout c'est le monde en ça, profite, c'est que tout le monde lui, mange, il va chercher, beaucoup voilà, de il gens va mangent chercher grâce sur à lui. YouTube, voilà. Bah non, pas Ouais, grâce ouais, à lui. ça va, mais, quoi. mais c'est un des principaux pisciculteurs. J'allais en dire, c'est un des principaux pisciculteurs du poker français où voilà, il ramène du poisson et tous les autres au-dessus dans la chaîne alimentaire en mangent un petit peu, quoi. Donc il va les chercher sur YouTube, il les fait rêver, et donc il amène quand même du monde et ça on pourra jamais l'emmener, même quelle que soit la manière dans laquelle il le fait, quoi. Batmax pour conclure. Moi, je me fiche. Non, mais juste moi je me fiche de ça. Je veux dire, il a peut-être amené des gens. Peut-être aujourd'hui des abonnés Spin4Win le sont grâce à YoViral. Moi j'en ai rien à foutre en fait. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce que je veux simplement dire, c'est que ça m'horripile, ça m'énerve, ça me dégoûte ce genre de procédé et que je préférerais à la limite qu'il y ait un tout petit peu moins de monde dans le poker parce qu'il faut pas croire que YoViral a drainé des millions de joueurs, faut pas exagérer. Ça me dérangerait pas qu'il y ait un tout petit peu moins de joueurs, même si je gagnais 100 balles ou 300 balles de moins parce que YoViral a amené des joueurs sur mes tables par mois, je m'en fiche complètement. Moi ce sont des procédés qui m'horripilent, que je n'aime pas du tout et voilà, je tenais tout simplement à le dire. Et en plus je suis même pas sûr qu'on progresse forcément sur ces plateformes vu ce que j'entends. Je me permets quand même d'avoir quelques réserves quand même à ce sujet. Deuxième sujet dans 4 débats et un confinement. Le poker est-il devenu un sport comme un autre? Et quand c'est moi qui vous dis ça, vous commencez déjà à avoir des doutes sur la question. Pour ce faire, nous allons parler avec quelqu'un d'éminemment respectable et brillant. Alexis, c'est toi qui démarres les hostilités. Écoute, moi j'ai commencé le poker, l'industrie du poker en étant directeur de la communication de PokerStars, où la baseline était de dire que le poker était un sport. Donc je suis assez mal placé pour te dire l'inverse. Néanmoins, je suis convaincu que ce n'en est pas un. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Le côté positif de tout ça, c'est que le poker est considéré maintenant comme un sport, au même titre qu'un sport, au même titre qu'un loisir, peu importe, mais plus comme un jeu de truand, ce qui était le cas il y a encore 15-20 ans. Donc ça, c'est une énorme évolution. Maintenant, aller jusqu'à dire que c'est un sport, moi je suis contre, et je pense que c'est même mieux qu'un sport. Je m'explique. Peut-être que je suis le meilleur footballeur du monde, mais je le serai jamais, et puis c'est trop tard. Si je me mets au foot demain, je serai ridiculisé sur un terrain et même dans les plus de 60 ans, je serai nul. Si je suis le meilleur joueur de poker du monde, si je commence demain, je serai le meilleur joueur de poker du monde un jour. Cette possibilité d'atteindre le très haut niveau, quel que soit ton âge et quel que soit ton sexe, elle est typique à ce jeu, ou en tout cas, elle n'existe pas dans le sport. Il n'y a pas, j'en connais pas, peut-être que vous pouvez me démentir, mais je ne connais pas de sport où on peut être à égalité avec une femme, déjà. Où on est à armes égales. Je connais pas de sport, et peut-être vous allez me démentir là aussi, où on est à égalité en termes d'âge. Et où, à n'importe quel âge, on peut devenir le meilleur. Donc pour moi, ça transcende complètement l'idée d'un sport. C'est un jeu, il faut l'assumer. C'est un jeu de stratégie, un jeu de réflexion, un jeu d'adaptation, un jeu d'argent. C'est un jeu qui est fascinant, avec une profondeur de réflexion qui est presque infinie. Il faut le prendre comme ça, c'est un jeu à part. Mais essayer de le recoller au sport, je vois pas trop l'intérêt. Je vais même aller plus loin. Imaginons que demain, ça soit considéré comme un sport. Bon, allez, on est sous la tutelle du ministère des Sports. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Pas grand-chose. Allons même encore plus loin, au bout du bout. C'est une discipline olympique. Donc on a des championnats, des médailles d'or de poker. Comment il sera respecté, le médaillé olympique de poker dans la communauté? Le mec, il a acheté un tournoi dans l'année. Enfin,
un tournoi tous les 4 ans. Quelle valeur ça a? On sait très bien que c'est pas du tout ça le poker. Le poker, c'est la régularité, c'est le long terme. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'en faire un sport. Qui c'est qui veut rebondir? Bah moi je veux bien rebondir. En tout cas, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble avec Alexis. Je trouve sa formulation très intéressante parce que moi je suis plutôt ok pour dire que ce n'est pas un sport. J'ai du mal à faire le lien avec le sport. J'ai envie presque de vous montrer mon ventre à la caméra pour vous montrer que c'est pas un sport parce que malheureusement je me porte pas très très bien physiquement. Non mais c'est vrai que j'aime bien quand même rattacher l'idée de sport quand même à un mouvement physique. Rien que pour ça je suis un petit peu gêné quand même de rattacher le poker au sport, bien que je sais que les échecs sont rattachés désormais au tir sport aussi. depuis, comment le tir sportif. Ouais, voilà, ouais, exactement. Une discipline olympique, c'est pas très très physique. J'ai pratiqué pendant des années, je ne me suis jamais froissé un muscle. J'imagine. Donc du coup, mais j'aime bien la formulation, c'est mieux qu'un sport parce que en plus c'est intéressant parce que ce que tu viens de démontrer, Alexis, c'est-à-dire que n'importe qui finalement peut devenir le meilleur joueur de poker du monde n'importe quand. C'est une chance pour moi justement parce que j'ai toujours eu un petit peu cet état d'esprit compétiteur, mais bien malheureusement je m'étais jamais vraiment lancé dans un sport. J'ai commencé tous les sports trop tard. En plus, j'étais peut-être pas spécialement doué non plus et j'étais assez frustré de ça parce que j'étais assez compétiteur et finalement j'étais bon nulle part. Voilà, c'était ça le constat à 18 ans, 19 ans, j'étais bon nulle part. J'avais pas de talent particulier, j'avais pas concrétisé une qualité dans un sport et le poker m'a permis ça, m'a permis pas d'être le meilleur joueur de poker du monde, mais m'a permis de m'améliorer, de m'installer justement dans un environnement compétitif et de me défendre et de m'élever, on va dire, dans l'échelle, on va dire, du poker. Et j'aime bien cette formulation-là et j'avais ce regard, j'avais déjà soulevé ça, mais je m'étais jamais dit, en fait, la formulation, finalement, c'est mieux qu'un sport. Et je trouve ça vachement intéressant et je rejoins complètement. Non, voilà, je dirais que déjà, est-ce vraiment une question importante? Est-ce que c'est vraiment important que le poker soit un sport ou pas? J'en doute, moi en tout cas ça changera rien à ma vie. Je me revendique pas sportif en tout cas. J'irai pas expliquer à ma famille je suis sportif professionnel. Ah ouais, tu fais quoi? Je suis joueur de poker. Non, je trouve pas que ça fasse sens. Pour moi, le poker, effectivement, c'est un jeu passionnant, excitant, qui occupera probablement des espaces de temps dans ma vie jusqu'à mon dernier souffle. J'en suis très heureux. Ce n'est pas un sport, c'est un jeu merveilleux et je lâche la main. Romain! Alors j'ai été ancien sportif de haut niveau, donc j'ai la chance d'avoir vécu les deux, c'est-à-dire le poker et le sport, et j'ai même fait de l'e-sport, donc du coup je pense que mon avis peut être intéressant. Pour ma part, c'est pas un sport également le poker, je le vois plus comme une entreprise, une société ou des startups, donc le monde du business, par rapport à tous les éléments qu'on peut retrouver dans le poker, parce qu'il faut finalement savoir gérer ses finances comme une société, gérer son capital, c'est extrêmement important, c'est même d'ailleurs sûrement l'une des raisons pour lesquelles les joueurs de poker professionnels se retrouvent à disparaître. Il y a toute la capacité mentale à gérer des difficultés, à accepter l'erreur, et toute la dimension aussi énergie, concentration, qu'on parle très peu aujourd'hui, on parle de plus en plus, mais il y a 10 ans on n'en parlait absolument pas, donc tout ce qui est développement personnel, mental, mindset, tout ça c'est extrêmement important, et on le retrouve au final dans le monde de la société. On le retrouve moins dans le sport, parce qu'aujourd'hui le sport génère beaucoup plus d'argent que la majorité des activités, ce qui fait que si on fait du football ou du tennis, en tout cas des sports communs, on se retrouve à être dans un cadre professionnel où un staff entier sera là pour nous aider à progresser. Et donc du coup, ce sera beaucoup plus facile, on aura simplement à suivre la direction qu'on nous donne, alors que dans le poker, on est tout seul. Et donc du coup, on n'a pas conscience de tous ces aspects-là qui englobent une activité telle que le poker. Donc c'est pas un sport comme l'a dit Alexis, ça j'en suis convaincu. Et en plus de la définition pure du sport, si on la prend sur Wikipédia, c'est un peu compliqué d'évoquer le poker comme un sport. Adrien. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi j'aime bien l'idée quand même de contrairement à mes trois collègues là, de dire qu'on se rapproche quand même d'un sport. Alors oui, si on parle juste d'éléments physiques, je ressemble pas à un sportif de haut niveau, ça je vous l'accorde, ni l'intervieweur de cette émission.
d'ailleurs. Mais on est entre une carrière de sportif. Quand on présente notre activité à des gens qui ne connaissent rien au poker, enfin moi je sais que souvent je dis ça, je dis voilà, c'est un peu entre une carrière de sportif de haut niveau et une carrière d'artiste un peu. Enfin bref, on doit gérer plein de choses, notre argent, on doit progresser, il y a l'aspect compétition qui rapproche quand même vachement du sport. On doit essayer d'être parmi les meilleurs pour gagner le plus d'argent. Après il y a aussi un rapport à la gestion de l'argent, donc là c'est plutôt l'entrepreneuriat, tout ça, devoir gérer notre capital. Et puis ce que tu disais dernièrement, normalement au poker on est tout seul. Bah là en l'occurrence on fait une émission sur le coaching, on est tous coachs, on a tous des gens à qui on donne une direction, on accompagne des gens, donc on n'est pas non plus que tout seul, notamment aujourd'hui. Donc ça se rapproche quand même un petit peu. Tu disais voilà, les sportifs de haut niveau c'est facile, ils ont des coachs, ils ont tout ça. En l'occurrence on est en train de faire une émission sur le coaching, donc non, t'es pas forcément tout seul. D'ailleurs la majorité des gens qui veulent progresser, ils sont souvent en groupe, dans des groupes de parole, etc. On échange beaucoup avec les autres, c'est comme ça qu'on a tous progressé, notamment au début justement. Donc bon, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se rapprochent du sport, mais en même temps j'ai adoré la façon dont tu as défini ça, Alexis, comme tout ce qu'il dit. D'ailleurs j'aime beaucoup tout ce qu'il dit, mais et tout ce qu'il écrit également, car il écrit. non mais voilà, non mais voilà, moi j'aime quand même bien l'idée qu'on puisse se rapprocher d'évoquer ça comme un peu comme un sport. Depuis Trash Talk, il y a une vraie bromance entre vous, je pense qu'on peut le dire. Florence. C'est peut-être pas un sport, mais c'est quand même une compétition. Et en ça, c'est très proche du sport. Et surtout, c'est quand même un peu un mind sport. Enfin, si on a parlé des échecs notamment, pour moi, c'est le rapport aux échecs. Et même dans les échecs, alors je sais pas comment ça marche exactement, mais il y a des compétitions et je suppose qu'il y a un peu d'argent aussi dans les compétitions d'échecs. Donc pas des mêmes sommes forcément, mais il y a quand même quelque chose. Ça doit pas pleuvoir quand même, hein. Non, c'est pas le même Non, ordre de je crois grandeur. pas. Mais donc c'est sûr, on va dire un peu les échecs, mais sans l'argent. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup le poker de façon professionnelle tend à une sorte de haut niveau et de ce qui peut s'apparenter à un sportif de haut niveau. Quand on parle des top règles aujourd'hui, ce sont, à quelques exceptions près, hein, bien sûr, mais ce sont des mecs qui vont se préparer mentalement, qui vont se préparer physiquement, qui vont faire en sorte de bien manger, de bien dormir, donc comme une préparation physique quand même. Ces mecs-là, ils ont une vraie préparation physique aussi, qui vont se donner les meilleurs outils pour arriver, qui vont se faire encadrer par des coachs mentaux, des coachs techniques, tout ça. Ces mecs-là, et je pense à Clément Richez et Ben Chalot avec qui je travaille au quotidien, qui ont créé tout un petit groupe autour d'eux qui s'appelle ATM. Ce sont des mecs qui vont voir le poker comme un sport de haut niveau, parce qu'ils se sont préparés et physiquement et mentalement, parce qu'ils progressent, parce qu'ils s'entourent de personnes pour progresser, et non seulement ils s'entourent de mecs meilleurs qu'eux en tant que coach, mais ils vont eux aussi coacher des personnes, donc ils vont s'entourer de tout ça, donc ils ont créé une vraie team quoi, autour d'eux, et ils voient le poker comme quand Ben a gagné 2,2 millions en remportant le Party Poker Millions. Si c'est pas dit, c'est une fin en soi, j'ai gagné 2,2 millions. Là où il était le plus content, c'était j'ai gagné un grand titre, et c'est ça que je voulais faire, et je vais continuer, et l'argent que j'ai gagné va être un objectif, va être juste des moyens supplémentaires pour arriver à mon prochain objectif, qui est, et il a dit, voilà, mon prochain objectif, ça va être de rivaliser avec les mecs qui sont encore meilleurs que moi, les top reg à la Shidweek, et d'aller jouer des gros tournois avec eux. Et voilà, et lui, c'est vraiment, ces mecs-là, ils voient le poker. Je pense que Romain aussi, un petit peu, ce que tu as voulu faire avec Notser, c'est aussi ça, c'est de toucher le haut niveau, et donc c'est une préparation. Donc oui, c'est peut-être pas la masse des joueurs de poker, mais ceux qui le font professionnellement et les meilleurs de ce jeu tendent à avoir une attitude de sportif. Bacchus. Alors au niveau sport, est-ce que c'est un sport? C'est l'éternel débat. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec Alexis, c'est-à-dire que si un jour il y a du poker aux Jeux Olympiques, oui, le monde du poker saura que c'est un mec qui a châté, qui était peut-être pas mauvais techniquement, mais par contre ça draine les populaces où il y a une médaille olympique, quoi. Donc même le mec qui le gagne, à vie, il aura un titre olympique. Donc comme les WSOP, sauf que là c'est dans le journal d'Eurosport avec une Marseillaise, et qu'on est dans le niveau mondial, et que c'est que de la com positive pour le poker, quoi, où tu peux le faire rentrer dans une autre dimension par rapport aux Jeux Olympiques. Après, est-ce que c'est un sport? Si dans la tête des gens, le sport, c'est une activité physique à part entière où tu transpires, ben le tir, ça n'en est pas. Le tir à l'arc, c'est une discipline olympique. Je vois pas trop physiquement. Ah si, le tir à l'arc, c'est physique.
Oui, c'est physique. Ouais, c'est physique parce que les mecs se préparent comme des athlètes de haut niveau, hors compète, mais quand t'as un arc dans la main et que tu tires des flèches, normalement tu transpires pas énormément. Par contre, tu vas transpirer dans toute la prépa que t'auras fait avant, comme des vrais joueurs de poker, comme disait Florence, quoi. Alors après, le thermosport, par contre, maintenant le thermosport, il est repris par un truc sur l'évolution des dernières années, ça s'appelle le e-sport. Ils utilisent le mot, les mecs ils sont derrière des PC, ils remplissent des Bercy avec des écrans géants et ils font du sport derrière un ordinateur. Donc ils sont même pas autour d'une table, où ils sont plus comme des joueurs de poker online. Donc le terme sport, l'associé au poker, moi ça me dérange pas du tout, et on est plus proche de l'e-sport, où on rentre plus sur le poker online, comme des compétitions de LoL où il y a des millions d'euros de générés quand même, c'est de l'e-sport, quoi. Donc les joueurs de poker online, moi je le prends comme un e-sportif. C'est vachement intéressant ce qu'il dit Bacchus, parce que là je vais revenir vers toi Alexis. Pendant très longtemps, comme tu dis, PokerStar a essayé de dire que le poker était un sport. Ils ont mis beaucoup d'argent à avoir des sportifs comme Gaël Monfils, Chabal, etc. J'ai l'impression que le message n'est pas spécialement rentré. Et entre-temps, les jeux vidéo, eux, ils ont... Je suis pas du tout d'accord. Ah ouais? Mais oui, si. Parce que là, on se repose sur nos lauriers. On a l'impression que ça y est, la réputation du poker, ça y est, c'est fini. C'est plus un jeu de gangster. C'est parce qu'il y a eu du travail, de fait. Je ne parle pas juste de PokerStars. Et je dis pas que juste c'est grâce à PokerStars. Mais PokerStars y a vachement contribué. Quand tu vois Gaël Monfils ou Sébastien Chabal, comme tu l'as cité, pour ne parler que de la France, ce sont des gens qui sont respectables, qui sont connus de tout le monde, et c'est ce que disait Bacchus. Ce sont des gens qui peuvent toucher des communautés de sportifs. C'est quoi le sport? C'est un jeu où il y a, quel que soit le sport, où il y a des règles, et où il faut respecter ces règles, c'est arbitré, et il y a un fair play. On est à l'opposé de la réputation sulfureuse qu'avait le poker dans les années, avant les années 2000, où c'était un jeu clandestin, avec de l'argent sale ou de l'argent blanchi, avec des truands, des dettes de jeu, de l'addiction, enfin, tout ce cortège incroyable d'idées négatives collées à la peau du poker qui était en train d'émerger. Il fallait nettoyer tout ça et lui inculquer des nouvelles valeurs. Quoi de mieux que les valeurs du sport? Moi, je renie pas du tout ce qui a été fait par PokerStars, et je pense que ça a énormément contribué à changer la vision des gens, je parle du public, des non-joueurs, hein, vis-à-vis des joueurs et vis-à-vis du poker en général. Ça a été considérable. Dans un autre genre, ce qu'a fait Winamax avec Patrick Bruel, c'est pas du sport, mais c'est d'essayer d'élargir, là je m'étends un peu, mais c'est d'essayer de casser par tous les moyens cette ancienne réputation très négative. Et le fait de choisir la carte du sport, c'était très intéressant. Et ça a été universel. En Allemagne, ils ont pris Boris Becker, en Espagne, Rafael Nadal. Ça a marché dans tous les pays. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette question? Je peux éventuellement vous partager quelque chose, parce que j'ai fait un sport de haut niveau qui est assez particulier, qui est le parapente. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique discipline, sûrement l'une des meilleures, on est assis en fait pendant toute l'activité. On a juste la seule action physique réelle qu'on a, c'est courir pendant quelques mètres pour décoller et se lever et se mettre debout pour s'asseoir, pour atterrir, pardon. Et sinon, pendant tout le long du vol, puisque c'est un sport aérien, on se retrouve assis et physiquement, on n'a pas grand-chose à faire. Pourtant, c'est catégorisé comme un sport. Donc au final, c'est assez complexe de savoir qu'est-ce que c'est qu'un sport ou non. Et effectivement, le plus important, c'est qu'il y ait une image bienveillante et que ça fédère les personnes à vouloir exercer cette activité. Au final, c'est le plus important, je pense. Et en l'occurrence, le sport apporte une bienveillance avec le poker, comme vient de le dire Alexis, donc tant mieux pour tout le monde. Sujet suivant. Les joueurs de cash game sont-ils vraiment meilleurs que les joueurs de tournoi? Légende parfois, légende urbaine presque, je dirais, qu'on a entendu pendant des années. Comme quoi les joueurs de cash game étaient plus forts que les joueurs de tournoi, plus techniques, plus avisés. Mais est-ce toujours vrai en 2020? On va commencer par Adrien, qui, de son orgueil démesuré, a l'impression de dire « Mais non, moi les gars, je vais vous expliquer que vous êtes des timbales. » Adrien, ton avis? Alors déjà, j'ai pas du tout juré sur l'information. Mais non, par contre, ça c'est une super question et j'aime beaucoup parce que je me suis pas mal... Enfin, on a déjà souvent débattu de ça avec des gens. Moi, elle me fatigue cette question. C'est-à-dire que... Ouais, ils sont
hyper condescendant, je trouve, beaucoup de joueurs de cash game. Mais en fait, moi, à la base, je pense de ça, je pense qu'ils sont jaloux. En fait. Parce qu'en fait, ils se font tellement chier à faire du cash game et à avoir un jeu toujours le même, jouer les mêmes mecs et avoir aucune. En fait, ça les saoule, les joueurs de tournoi, qui des fois gagnent moins qu'eux, mais qui sont beaucoup plus mis en avant. Du coup, ils sont très contents de nous expliquer qu'ils sont 100 fois meilleurs. Mais moi, j'ai plein d'exemples. En fait, on part de disciplines qui sont complètement différentes en vrai. Bad Max, t'es en train de bouillir. Ouais, mais non, mais c'est parce que je sais pas qui sont les joueurs de cash game que vous avez croisés, mais apparemment le débat c'est pas est-ce que les joueurs de cash game sont meilleurs que les joueurs de tournoi, c'est pourquoi les joueurs de cash game sont-ils des gros connards qui pensent être meilleurs. C'est assez bizarre. Vous avez sûrement autour de vous des joueurs de cash game qui sont pas très sympathiques et qui ont peut-être un ego surdimensionné. Bon, moi j'ai deux réponses. J'ai la réponse politiquement correcte qui est basket, football. C'est pas les mêmes ça bat les disciplines. couilles. Va directement sur la vraie réponse. donc je vais aller dans la réponse concrète. Et moi je pense que techniquement le cash game les joueurs de cash game sont dans l'ensemble post-flop meilleurs que les joueurs de MTT. Et j'en veux pour preuve que je connais vraiment beaucoup, pour le coup je connais pas mal on va dire de joueurs de cash game. Alors mes expériences personnelles, les quelques singularités que je connais ne font pas une règle générale. Mais je connais pas mal de joueurs de cash game qui se sont mis du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain en MTT et qui ont performé. Et je connais pas beaucoup, alors peut-être est-ce par malchance, mais beaucoup de joueurs de MTT qui sont capables et qui m'ont prouvé être capables de performer en cash game. Alors après, on va dire oui, mais peut-être que c'est parce que, je sais pas, les joueurs de MTT jouent jamais en cash game ou ça les intéresse pas, j'en sais rien. Mais déjà, moi, je vois souvent ça, je suis pas très certain qu'un joueur de MTT soit capable demain d'être gagnant en L200. Moi, je pense qu'un joueur gagnant de L200 sera capable demain assez facilement de s'adapter, on va dire, au MTT. Et en fait, pourquoi ça ? Pourquoi je pense cela ? Au-delà des expériences personnelles. C'est parce que le cash game, je suis pas sûr que ce soit plus exigeant techniquement. Je veux dire, le jeu en cash game, on est tout le temps entre 100 et 300 dips. Ce sont plus ou moins les mêmes spots qui vont finir par se répéter. Au final, le MTT, il y a beaucoup plus de variété. Il y a bien évidemment beaucoup de dipitudes qui sont traversées. Il y a l'ICM. Enfin, il y a une complexité finalement dans ce jeu qui est profonde et qui est même excitante. Cependant, les tables de cash game sont quand même un environnement. Alors, je parle online, du coup, soyons très clairs. Les tables de cash game sont dans l'ensemble un environnement franchement assez réguiche. C'est pour grinder, pour performer sur ces tables-là, il faut vraiment avoir faim en fait. Il faut vraiment bosser beaucoup. Il faut vraiment bosser vraiment beaucoup plus que les autres pour performer dans un environnement qui est hyper concurrentiel, vraiment hyper concurrentiel. Il y a une table avec 5 règles et un joueur moyen en NL200+. C'est tout. Ou un joueur récréatif et 5 règles. Mais je veux dire, c'est un environnement hyper concurrentiel. Si je me lance dans les séries dans quelques jours, alors les séries, je sais que c'est un peu particulier, mais si je me lance dans les séries dans quelques jours, je sais qu'à ma table, je vais avoir la moitié de joueurs beaucoup plus amateurs, même sur des buy-in relativement élevés. Donc le fait qu'en MTT, je pense, il y ait peut-être un niveau général qui est un petit peu moins élevé, si on prend le fil dans sa globalité, j'entends, a peut-être permis aux joueurs de tournoi de performer longtemps. Aujourd'hui, je pense que ça change un peu, mais de performer longtemps sans travailler forcément autant post-flop en particulier que les joueurs de cash game. Bon, pour conclure, pour moi, je pense que les joueurs de cash game sont techniquement meilleurs que les joueurs de MTT si on prend la globalité. Cependant, je rejoins quand même Romain pour nuancer un peu mon propos quand il dit que la technique, c'est pas tout et que voilà, tout ne repose pas là-dessus. Mais en tout cas, bon voilà, après, si vous avez croisé des joueurs de cash game hautement prétentieux qui font les malins et qui pensent être absolument meilleurs et s'en vantent, ça c'est ridicule. Moi, je dresse un constat froid, sachant qu'aujourd'hui, je me considère pas plus joueur de cash game que joueur de MTT. Mad Max, il est magnifique. C'est le mec qui te met un tacle à la gorge tout en te faisant un bisou, quoi. C'est incroyable. Florence, on finira par Alexis. Moi, je pense que sur certaines dimensions techniques, les joueurs de tournoi sont meilleurs que les joueurs de cash game. Oh, punchline. Vas-y, ma le tournoi, il y a énormément de pré-flop. Et donc, seulement de range, de choses à savoir par cœur, tout ça. Et ça, c'est des trucs que les joueurs de tournoi bossent tout le temps. Et les joueurs de cash, ils le bossent, mais pas pour les mêmes profondeurs. Ils le bossent pour des profondeurs. Parce que quand tu viens sur une table de cash game, tu joues des préflops 100 blindes deep, minimum, voire 200 blindes deep. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors qu'en tournoi, tu vas jouer beaucoup moins de blindes deep. Donc, du coup, pour plein de situations préflop, je pense que des mecs de cash game qui viennent jouer un tournoi seront perdus sur plein de préflops. Mais juste pour réagir, on progresse beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement sur des problématiques pré-flop que sur des petits edges post-flop. Oui, mais c'était juste histoire de dire, tu vois. Genre, parce que c'est vrai, au final, genre, je pense que t'apprends... ils vont s'adapter, évidemment, les mecs, je te dis pas, quand t'es un peu intelligent et que t'es un très bon joueur de
de hot limit en cash game, tu vas t'adapter facilement et tu vas réussir à être bon au tournoi. Mais il y a, pour le coup, c'était juste pour dire qu'au final, moi je pense quand même que c'est deux disciplines bien différentes parce que là où tu joues tout le temps des situations, le tournoi, c'est la majorité du temps tu vas jouer, enfin, je sais pas, en termes de blind deep, je veux dire, t'es quand même souvent peu deep. Enfin, t'as rarement 100 blindes tout au long d'un tournoi. Enfin, ça arrive même jamais. Donc du coup, bon, tu t'adaptes. T'es à deux. Ouais, mais tu vas quand même plus souvent jouer. Enfin, tu vas jamais être sans blind deep tout le tournoi. Enfin bref, je pense que c'est juste que voilà, il y a des spécificités techniques qui sont différentes dans les deux. Mais je suis aussi d'accord pour dire qu'au final, comme c'est deux disciplines différentes et que t'as pas les mêmes, les mêmes caractéristiques techniques à certains moments, mais tu as aussi beaucoup une question qui est pas juste technique, qui est juste d'exploitation, d'adaptation, tout ça. Et ça, que tu sois joueur de tournoi ou joueur de cash game, c'est exactement la même chose. Donc il faut juste être le meilleur dans ce que tu as décidé, que ce soit ton domaine. Et c'est vrai que c'est rare par contre d'être vraiment très fort dans les deux parce que déjà ça demande beaucoup de temps. Et puis tu peux pas jouer, enfin c'est compliqué de faire, même en termes de rythme de vie, de faire, je sais pas, tu t'imagines ta semaine, tu dis là je vais faire 3 sessions d'MTT et puis 2 sessions de cash game. En termes de rythme de vie, de trucs, c'est compliqué quoi. Même d'adaptation dans ta tête. Donc c'est juste pour ça, il y aura toujours une sorte de petite, de petite rivalité entre les deux, mais au final c'est pas la même chose et si tu veux t'adapter, tu t'adaptes dans les deux sens. Et pour finir la voix de la sagesse, celui qui va dire au téléphone, mais non mais ton sujet il est pourri, personne va rebondir dessus, t'as qu'à voir. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que moi ça m'intéressait pas, j'ai dit que c'est une question qui m'intéressait pas du tout. Allez Alexis, pour conclure. Je répète, c'est une question qui m'intéresse pas du tout, c'est qui a la plus grosse, sachant que t'as d'un côté des compétiteurs et de l'autre des gens qui veulent gagner de l'argent. Donc on parle des choses qui sont pas comparables, c'est ce que disait je sais plus qui d'ailleurs au début là. Pardon. Enfin peu importe, c'est ce qui a été dit au début. On compare un basketteur et un footballeur. Je vois pas la finalité. Le but pour moi, le but il est individuel, c'est soit d'avoir du plaisir, soit d'avoir de l'argent, soit les deux. Mais dire je suis meilleur que l'autre dans une compétition, une discipline qui est pas comparable. Je comprends pas. Je suis un peu d'accord avec Alexis, moi je l'entends depuis tellement longtemps. J'étais joueur de cash aussi à la base, et c'est vrai que c'est des disciplines qui demandent pas les mêmes choses. Et ce que j'ai le plus remarqué en termes d'erreurs de la part des joueurs de cash game des joueurs de cash game professionnels, c'est qu'ils sous-estiment énormément la difficulté à pouvoir se concentrer sur 8 à 9 heures, voire 10 heures de session, et que les moments les plus importants de leur carrière et de leur performance sont justement les dernières heures, voire la dernière heure. Et un manque de concentration à ce moment-là peut détruire radicalement la totalité de ses profits sur l'année. Et ça, en termes de pression, de compétition et de tout ce que ça génère, c'est très puissant. Et après, il y a aussi une dimension que je pense que les joueurs de cash game oublient, et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ils ont des problèmes avec eux-mêmes et qu'ils essayent justement de corriger ça en se disant qu'ils sont meilleurs que les joueurs de tournoi. C'est que au final, on cherche des émotions et c'est beaucoup plus compliqué de trouver des émotions en jouant en cash game des milliers de mains par rapport à jouer un tournoi et avoir cette intensité émotionnelle qu'on peut avoir quand on est proche de pouvoir remporter un titre, quoi. Et ça, c'est ça le poker au final, on cherche des émotions. C'est pour ça qu'on joue le poker, parce qu'on adore ça. Certes, il y a la dimension financière, mais avant tout, on est là parce qu'on kiffe le jeu. Mais changez vos fréquentations en tant que de joueurs de cash game, parce que moi je suis entouré de joueurs de cash game, ils en ont rien à foutre en fait des joueurs de NTT, genre on se compare jamais, on s'en fout totalement, je le dis, voilà. T'es vachement désagréable, Batmax, des fois. Allez, on passe aux questions des internautes. Et puisque le débat a été extrêmement long, on va prendre qu'une seule question, allez, 2 questions des internautes. La première question, c'est une question de Damien qui est spécialement faite pour les coachs de poker. Est-ce que le jeu GTO est en train de détruire la notion de plaisir dans le poker? Batmax.
Non, c'est une question intéressante, je trouve, parce que c'est vrai que la démocratisation de la théorie des jeux est venue apporter, bien sûr, beaucoup de solutions aux joueurs qui se questionnaient dans la plupart des spots, et en même temps, ça a un petit peu démystifié finalement le poker, parce que aujourd'hui, on peut trouver entre guillemets une solution à tout, et au final, le plus débrouillard, le plus malin, qui pouvait s'en sortir il y a 10 ans, aujourd'hui, il va peut-être se retrouver face à quelques limites. Moi, je trouve que c'est vrai que ça a peut-être retiré une certaine mystique au poker, hein. Je trouve que ça l'a peut-être hyper rationalisé. Donc je comprends la question et je comprends que ça puisse être lié à la notion de plaisir. Pour autant, on peut trouver le plaisir différemment, et moi j'aime beaucoup justement l'idée que travaillait le GTO. Eh bien c'est plaisant aussi d'avoir des solutions dans des spots, des solutions théoriques qui ne seront pas forcément les meilleures sur les tables, hein, bien sûr, très important de le préciser, mais je trouve ça excitant et intéressant de travailler ces notions-là, d'avoir des repères dans mon jeu, j'y prends du plaisir. Donc je dirais que c'est un plaisir différent, mais je comprends qu'il y ait une vraie question entre la démocratisation du GTO et le plaisir. Et je suis pas sûr d'avoir une réponse toute faite à cette question. Adrien. Alors, moi le GTO, j'en ai rien à foutre. Bon, ça va pas surprendre grand monde, je pense, quand je dis ça. Mais je trouve ça, enfin, depuis que Luno a essayé d'expliquer aux gens qu'il fallait jouer GTO et qu'il a fait des vidéos et que des fois il bête 8 fois le pot quand il flotte carré, parce qu'il faut mixer je sais pas quoi. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, écoute, je m'en ai pas rien à foutre. Quand il explique que voilà, enfin bref. Bon, j'arrête de dire le même si c'est bien réel. Non, moi, c'est pas du tout comme ça que j'avance dans le poker. Alors moi, avec mes élèves, je leur explique quand je parle justement, quand je parle de GTO, je leur dis, écoutez, moi, je vais d'abord vous expliquer, je veux que vous compreniez d'abord comment ça se passe, je veux que vous compreniez les choses, les adaptations, comprendre ce qui se passe aux tables, avant de vouloir, avec la théorie des jeux. En plus, je trouve que c'est pas adapté, parce que si tu joues contre quelqu'un qui joue pas à GTO, ça n'a aucun sens tellement GTO. Donc non, moi, ce que je veux transmettre à mes élèves, ça n'a rien à voir avec ça. Surtout que la majorité de mes élèves sont des joueurs qui veulent progresser, qui n'ont pas encore un gros niveau, donc on n'est pas du tout là-dessus. Et voilà, pour moi, le GTO, c'est vraiment de la branlette, je dis, alors que c'est un peu très légèrement vulgaire comme mot, mais ouais, non, moi je suis pas du tout là-dessus. Et que ce soit, juste pour préciser, je suis d'accord avec Adrien sur une partie de son propos, à savoir que notre seul objectif en tant que joueur de poker, notre seul et unique objectif est de jouer exploitant, de créer des edges, d'identifier les leaks des adversaires et taper dessus. C'est notre seul et unique objectif lorsqu'on est à une table, et en cela je te rejoins. Néanmoins, je reste convaincu à 100%, et plus si je pouvais, que un solver va te permettre d'identifier plus de leaks et plus précisément en fait chez tes adversaires. Tu vas identifier beaucoup plus en fait d'écart par rapport à ce qu'ils devraient faire de la part des adversaires, et tu pourras encore plus leur taper dessus. Ce que j'ai tendance à dire sur cette question-là, c'est que le GTO c'est un moyen, c'est pas une fin. Moi, mes connaissances théoriques, elles me servent qu'à une chose aux tables, c'est l'obsession de taper sur les gens et d'exploiter les gens. Mais sans ces connaissances théoriques, je pense que je serais bien moins bon joueur exploitant. Romain. Je vais déjà essayer de réfléchir à la raison pour laquelle cette personne a posé cette question, et je vais vous partager quelque chose qui me semble intéressant, parce que en fait j'ai cette question avec l'ensemble de mes étudiants, principalement pour certains outils tels que les solvers, donc le GTO, puisque c'est assez complexe. On m'a souvent demandé, est-ce que j'ai besoin de bosser le GTO pour atteindre un haut niveau poker, être professionnel au poker? À mon sens, le plus important, c'est d'avoir du plaisir et de faire quelque chose qu'on aime. Si on bosse quelque chose qui nous fait chier, ça va être très dur d'apprendre. Donc ça, c'est super important, et je tiens vraiment à le redire. Il faut trouver des outils et des méthodologies d'apprentissage qui vous font plaisir. Et ensuite, après, dans la globalité des outils qu'on a aujourd'hui à disposition, ça apporte des avantages à partir du moment où l'ensemble de la population, ou en tout cas les concurrents face à nous, ne les utilisent pas. Mais vu que c'est accessible à tous, c'est à chacun de prendre la décision de oui ou non acquérir l'avantage qui va nous permettre d'être meilleurs que nos concurrents. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé Nutser. On a créé Nutser pour pouvoir donner l'opportunité à des personnes qui veulent atteindre le très haut niveau d'accumuler un ensemble d'avantages majeurs
tel que se mettre dans un environnement et dans un cadre professionnel qui va vous apporter un maximum d'augmentation sur vos performances et sur votre marge de progression. Donc au final, tout le monde y a accès. C'est une question de choix. Soit vous les prenez, soit vous les prenez pas, mais au final, ça dépend de chacun et des objectifs. Celui qui veut devenir amateur, il n'a pas besoin de ça. C'est pas grave s'il ne le fait pas. Enfin, je crois qu'on a tous identifié les raisons pour lesquelles un nouveau joueur vient s'inscrire sur un site de poker ou participer à un tournoi, peu importe, vient découvrir le poker. Il y a des raisons multiples, la compétition, l'intérêt, le défi personnel, la réflexion, la volonté de bluffer, la volonté de la convivialité, parce qu'on peut jouer avec ses potes, etc. La lecture des thèmes, il y a des milliers de trucs qui fascinent les gens et qui font qu'ils se tournent vers le poker. Là, tu leur parles de GTO. Bah, t'es complètement hors sujet, quoi. Je dénigre pas du tout le jeu GTO, hein, c'est pas du tout la question. Ce que je veux dire, c'est que le décalage entre le GTO, le concept de GTO, et toutes les raisons qui font que quelqu'un vient au poker, il est tel que tu perds les gens. Et ça devient presque deviens programmeur, deviens développeur. Et deviens pas joueur de poker si on te parle de GTO. À mon avis, c'est plus du plaisir. Et Tu penses que c'est contre-productif pour l'image du poker? Presque contre-productif. Je pense que c'est une étape tellement élevée, tellement lointaine, qu'il faut déjà commencer doucement en disant tu vas trouver toutes les sensations que tu es venu chercher, parce qu'elles sont réelles. Maintenant, si tu veux progresser, petit à petit, il faudra que tu t'approches d'un jeu GTO, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, expliquer ce concept après. Mais parler de GTO à la deuxième heure de cours ou dès le début à un débutant, c'est extrêmement gênant, je pense. C'est un vrai frein. Nous, en fait, bien en dessous de la GTO, c'est-à-dire qu'on va passer simplement de trackers. On s'est posé la question, est-ce qu'on mettait des trackers à l'image sur des chaînes institutionnelles? En fait, c'est pas... voilà. Moi, je suis convaincu que le tracker freine énormément. Quelqu'un qui vient, qui découvre le poker, qui voit une émission d'un mec en train de jouer, il va dire, putain, mais les mecs, moi je fais mon petit 5 balles tranquille, les mecs ils sont avec des logiciels dead, machin, et c'est contre-productif. Donc, vaut mieux être pédagogue et expliquer, ou alors de temps en temps, pourquoi pas mettre un tracker en disant, voilà, il y a peut-être le niveau au-dessus, on peut jouer avec un tracker, et puis après, la GTO, là, on passe encore dans un autre monde. Alors, c'est très intéressant. Rien que le fait d'afficher des trackers sur des chaînes, voilà, il y a eu gros débat, quoi. Non, mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Bacchus, parce que c'était... alors, pour le coup, je l'ai plus, j'en parlais avec Romain hier soir. J'ai eu une question comme ça, je sais plus de qui, désolé à toi qui a posé la question, sur est-ce que les trackers, c'est une forme de triche au poker? Alors, votre avis, tant que vous y êtes sur les trackers? Non, fin de débat pour moi. Très bien. À vous. Pareil, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des avantages. Après, à chacun de les faire. On est dans un monde de compétition, donc celui qui veut être le plus compétitif, il va prendre plus d'avantages. Le coaching aussi, on pourrait dire la même chose. Est-ce que le coaching, c'est de la triche? Parce que celui qui va prendre du coaching, au final, il va acquérir des compétences. Donc ouais, ça n'a pas de sens. Et Alexis? Non, c'est absolument pas de la triche pour une raison bien simple, c'est marqué dans les conditions générales d'utilisation de tous les sites. C'est autorisé, donc par définition, c'est pas de la triche. Après, est-ce que c'est souhaitable dans l'écosystème du poker? C'est une autre question. On y viendra peut-être une autre fois. Alexis, tu sais que ça reste... Enfin, moi, après, j'essaye de me positionner et je discute avec des amateurs. Et il y a quelque chose qui est quand même intéressant, ce qu'apporte le tracker, c'est que ça permet à la personne de se dire « Ah, si j'ai cet outil, je vais peut-être être meilleur que mes adversaires. » Donc, ça lui donne la possibilité d'être meilleur que quelqu'un. Et ça peut le stimuler à se dire « Ok, je vais m'investir dans cette activité parce que je sais que je peux faire la différence avec les autres. » Et c'est ceux-là qui vont finalement passer plus de temps dans cette activité et rester dans le milieu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui utilisent un tracker et qu'il y a quasiment personne qui sait l'utiliser. Aujourd'hui, le tracker, je pense qu'une personne sur 100 l'utilise convenablement. Et même des pros ne savent pas l'utiliser. Donc on voit bien que c'est pas si gênant que ça, le système de tracker. Ok les amis. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ce très long 4 débats et un confinement. Je vous rappelle l'excellent polar d'Alexis Lebsker. Et avec votre esprit Alexis, je sais que tu l'as devant toi, regardez-moi, c'est excellent. Commandez-le sur Amazon, c'est recommandé par la grande librairie. Alors si la grande librairie le dit, c'est que c'est vrai.
Vous pouvez aller voir le site d'Adrien Guyon. Il ne vous fournira aucune vidéo car il n'en a jamais tourné. Mais par contre, vous pourrez prendre des excellents cours face-to-face avec lui. Il vous racontera comment, un soir, il a mangé un poulet à la mayonnaise à 150 000 €. Vous pouvez aller sur le site Poker Report, l'excellent site d'information Poker Report de la fabuleuse Florence Mazet, à la fois du talent et du charme. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus aucun sujet à aborder. Vous pouvez aller voir Bacchus qui vous montera votre chaîne Twitch pour extrêmement cher, car il en a marre d'être avec des gens comme moi qui ne lui donnent jamais rien. Vous pouvez aller voir Batmax et son site Spin for Win pour le meilleur du coaching poker. Et puis, vous pouvez surtout tenter la grande aventure, aller vivre vraiment du poker, apprendre quelque chose de différent avec Romain Nussmann qui a créé Nutser. Allez sur le site de Nutser pour tout voir et tout comprendre sur ce très beau projet dont on vous parlera prochainement. Les amis, je vous remercie encore une fois, c'était un plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale streaming. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Bacchus va être à fond la caisse. Je vous fais un gros bisou. On vous fait la bise à tous. Excellent mardi et à très vite. C'était 4 débats et un confinement. Ciao, ciao, ciao.